Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Il est l'heure, donc je vous propose que l'on commence cet entretien avec et autour du livre et avec Jean-Michel, du livre de Jean-Michel Frixon et avec lui. Donc, je vous propose, c'est de contextualiser cet entretien que l'on souhaite avoir, qu'on vous propose aujourd'hui. Généralement, lorsque l'on prend la parole sur des événements de ce type-là, c'est souvent pour mettre en avant de bonnes pratiques. Donc, la façon de faire la promotion de son livre, de le vendre. Et aujourd'hui, c'était intéressant, c'est justement de prendre un cas d'école d'un livre qui, on va le voir tout à l'heure avec quelques chiffres, est un relatif beau succès, hein, pour une maison d'édition comme la nôtre, pour un auteur comme Jean-Michel qui, il y a encore 4 ans, n'avait pas pris la plume pour écrire une seule ligne de son livre. Donc, c'est plutôt une bonne surprise pour tout le monde. Et au travers de l'histoire de ce livre, de ce qui va, de son parcours, on va essayer de comprendre, d'analyser le succès, l'analyse de ce qu'on appelle, nous, un succès, hein. Donc, on verra que il y a un enchaînement de choses, il y a déjà l'auteur, il y a son livre, et puis il y a de la chance, il y a des médias. Donc, on va essayer de reconnecter un petit peu tout ça pour en tirer quelques conclusions et de savoir finalement, d'analyser pourquoi ce livre-là et pas d'autres, hein. Donc, déjà, nous allons nous présenter. Donc, moi, je suis Gilles Arnoux, je suis le directeur des maisons d'édition Nombre 7, Publibook et Edilivre. Je suis actuellement dans les bureaux de Publibook et Edilivre à Paris. Et Jean-Michel Frixon, qui est auvergnat, lui, il est dans sa bonne ville de Clermont-Ferrand. Donc, Jean-Michel, si en quelques mots, tu pouvais te présenter, toi, et puis après, on commencera à raconter la belle histoire. D'accord, merci Gilles. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont connectées, qui nous font l'honneur de participer à ce débat. Et si je peux apporter une pierre à l'édifice dans la rédaction d'un livre, ou comment j'ai fait, eh bien, j'en serais très fier. Donc, je m'appelle Jean-Michel Frixon, j'ai bientôt 65 ans, dans une encablure très proche. Je suis à la retraite de chez Michelin depuis 2019 et où j'ai effectué 43 années principalement en tant qu'ouvrier. Voilà. Alors, justement, parce que l'histoire qui va se construire autour de ton livre, elle est construite autour de ton expérience, hein. Donc, est-ce que tu peux nous faire un pitch rapide de ton livre, du contenu de ton livre qui a tant intéressé et qui a connu le succès qu'on va expliquer? Oui, alors le premier livre qui est sorti, c'est Michelin matricule 29, 27, attendez voir, je ne sais même plus mon matricule, 27, 67, 10, pardon. Je crois que tu as ton livre à côté de toi. Oui, voilà. Et tu ne veux pas nous le présenter? Oh, bah, par mot oui, allez, allons-y, voilà. Qui est sorti en 2021. Et puis à la base, je vais peut-être vous faire sourire ou peut-être rire, mais c'est que je ne pensais jamais écrire un livre. Cette histoire que je relate, en fait, pour répondre très vite à ta question, Gilles, j'ai retracé mes 43 années chez Michelin, à Clermont-Ferrand, donc, et le thème, le fil rouge, c'est le rapport du management à travers mes 43 années. Ça, c'est vraiment le fil rouge du livre et dire l'importance d'un manager très bon et puis l'incidence aussi, pour ne pas dire les accidents, de tomber sur des managers toxiques avec tout ce que ça peut amener. Et pour bien comprendre le succès de ton livre, tu es très modeste parce que tout se bâtit autour de ton propre parcours, toi à l'intérieur du livre. Et donc, c'est ton histoire qui est à la fois qui est pleine d'humanité, qui peut être dramatique par moments. Et donc, c'est ton ressenti, toi, d'ouvrier au travers de ces 40 ans, la vie que tu as vécue. Et on verra justement cette mise en scène, pas mise en scène, mais ce récit que tu fais à la première personne de ton parcours avec ses aléas, c'est ça qui a interpellé et c'est cette sincérité qui explique en partie, on pense, le succès du livre, hein. Tu es très modeste en disant que c'est un livre de management, mais c'est ton parcours à toi, Jean-Michel Frixon, chez Michelin pendant 43 ans, avec des situations difficiles et même dramatiques.
qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui dans un monde, je dirais, de fin post-industriel quasiment. On a du mal à imaginer que de telles pratiques existaient dans les années 70 ou 80 dans une usine comme chez Michelin à Clermont-Ferrand. Voilà. Oui, absolument, absolument. Et puis j'ai voulu, enfin, à la base, pour vous expliquer à toutes et à tous, c'est que moi, j'aurais jamais pensé écrire un livre, parce que déjà, moi, dans tout mon parcours de vie, je ne lisais pas. Et j'avais besoin, donc, quand je suis parti à la retraite, d'écrire à mes enfants, parce que ça avait un vrai sens pour moi. C'est le mot transmission, il vient parce que j'étais forcément pas très agréable quand le père partait, et envers ma femme, en horaire 3-8 et à la production. Donc, je me suis enfermé et j'ai éprouvé ce besoin d'écrire à mes enfants sous une forme de mémoire et de raconter toute ma vie. Et jamais, jamais dans ma tête et dans mon esprit, je pensais écrire un livre. Mais le mot pour moi était bien transmission. Voilà. Voilà. Tu m'avais même confié qu'au départ, loin de l'idée de l'éditer, tu l'avais écrit, c'était de la transmission à tes enfants pour savoir quel a été ton parcours. C'est ça, exactement. Le livre est publié. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la success story, comment ça a commencé, la première étincelle, et puis petit à petit, un peu, le mot est peut-être un peu fort, mais un petit emballement médiatique autour de ta personne, de ton livre, parce que c'est ça le succès, c'est ça qui est étonnant, tout le monde a envie d'entendre. Oui, alors, il faut bien dire que c'est mon frère qui m'a incité à tenter une maison d'édition. Alors, pour tout vous dire, moi, dans le monde de l'édition, je ne connaissais absolument rien du monde de l'édition. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est que des clics sur Internet. Donc, j'ai fait recherche Rhône-Alpes-Auvergne, maison d'édition. J'ai fait, alors là, totalement au hasard, j'ai fait plouf plouf. J'en prends 9, pourquoi pas 10? Je sais pas, je fais 9 maisons d'édition et j'ai 6 maisons d'édition qui voulaient le manuscrit. Là, déjà, je me suis trouvé interpellé pour finir donc avec Nombre 7 parce qu'après, moi, j'avais le choix du roi. C'est vraiment le début du conte de fées et je me suis aperçu que, eh ben, avec la maison Nombre 7 édition, ils avaient vraiment lu le livre, ce qui m'a énormément touché. Et à partir de là, c'est une histoire magique qui commence. Déjà, je pense que tout le monde le sait maintenant, hein, puisque on a affaire à des écrivains et des écrivaines, déjà de toucher dans ses mains son livre, son premier livre, c'est quelque chose de fantastique. Et partir de là, Gilles m'avait bien prévenu qu'il fallait pas tout attendre d'une maison d'édition, et donc j'ai été sollicité le grand journal de Clermont-Ferrand, à savoir La Montagne, faire tout ce que je n'aime pas faire le VIP. Et puis, j'ai été chichement le présenter, parler avec un journaliste. Il m'a dit, bien, je vais le lire et je reviendrai vers vous. Et à partir de là, c'est magique parce que il a dit, ça m'intéresse, donc je vais faire une interview. Je me suis retrouvé à être une pleine page entière dans le journal de La Montagne avec une photo posant derrière en fond de tableau, pardon, une usine clermontoise. Et pour la petite histoire, je me suis vu dans le journal, j'étais en acheté 3-4 derrière pour voir si j'étais bien dans les autres aussi. Et puis là, c'est magique parce que là, ça a vraiment rebondi à tel point que je ne m'y attendais pas, du journal La Montagne, ça c'est énorme. Ensuite, le journaliste, ça c'est les concours de circonstances, quand les planètes veulent bien s'aligner, c'est ce qui s'est passé pour moi. L'article du journal La Montagne a été lu par un journaliste de France Inter, je crois. Claude Askolovitch. Claude Askolovitch, qui lit les quotidiens régionaux. Qui a fait un papier pour sa revue de presse sur France Inter le matin. C'est ça, voilà, c'est ça. Et moi, je ne le savais pas. Hein. C'est qu'après qu'on m'a alerté, qui fait un billet donc, sur France Inter de l'article du journal de La Montagne me concernant. Et de là, alors là, c'est magique parce que de là, c'est la chaîne Arte qui me convie à aller au magazine le 28 minutes et je me suis retrouvé pour la première fois sur un plateau télé sur le 28 minutes. Et puis là, c'est une succession d'invitations. C'est vraiment hors norme. Oui, après RTL, le journal radio de RTL, BFM,
Arte, tu as été tellement bon sur Arte qu'ils t'ont réinvité 6 mois après. Non, parce que c'est intéressant. C'est que non seulement ton livre les a interpellés, on regardera le contenu derrière, mais c'est que la démarche et que la façon d'exprimer ton livre, de présenter ton livre, les a intéressés. Ce n'est pas un hasard si Arte, non seulement ils avaient vu l'article de la montagne, c'est Claude Askolovitch qui leur avait signalé, mais ils t'avaient entendu sur France Bleu t'exprimer, présenter ton livre. Tout ça, c'est une construction qui se fait, c'est, tu dis, un alignement, mais aussi de choses qui sont construites dans le temps avec soin. Hein, c'est vraiment important de le dire. Il faut de la chance, mais il y a quand même du mérite à la construction. Rien n'est fait au hasard. Hein. Et quand on t'entend, ça je le dis à tous les auteurs qui nous suivent, quand on t'entend prendre la parole, tu es à la fois, tu t'exprimes avec des mots simples, tu vas jusqu'au fond et il ressent une véritable émotion. Encore une fois, Jean-Michel est modeste, mais quand je l'ai récupéré, j'étais avec lui sur Arte lors de son premier passage, je l'ai récupéré à la sortie du plateau. Les 2 journalistes, Elisabeth Quint et une autre journaliste qui était là, elles avaient des larmes dans les yeux. L'émotion perlait parce qu'elles venaient de passer un vrai moment de télévision autour de l'entretien et du livre de Jean-Michel. Jean-Michel, simplement, tu pourrais expliquer ton titre, parce qu'il est vraiment très important pour expliquer aussi un petit peu l'aura qui s'en est de ton livre dans ta région. Oui, le titre, donc Michelin matricule F276710. Alors, c'est un peu de la provocation. Je voulais chercher un titre qui attire l'œil du lecteur. Et en fait, ça vient tout simplement, l'idée à germer, c'est que quand je me suis retrouvé dans les ateliers pour aller travailler en production, on m'a filé un bleu qui avait un matricule et non pas un nom. Et moi, j'avais, je ne me rappelle plus, 20 ans. Ça m'avait énormément choqué parce que je me suis dit, franchement, c'est pas nominatif et c'est qu'un matricule. Je me suis vu comme un… Alors, je mets le mot prisonnier comme entre guillemets, mais ça m'avait frappé. Et alors, je ne sais pas les auteurs, les écrivains et les écrivaines qui nous écoutent, comment ils procèdent quand ils écrivent. Ce titre-là m'est venu instantanément. Que pour le 3e livre là, qui va sortir bientôt, à la mi-octobre, oui, ça sera le dernier, après ça sera fini. Paradoxalement, pour les 2 premiers livres, le titre, je l'ai trouvé très rapidement, et pour le 3e, eh bien, j'ai vraiment galéré. C'est assez amusant parce que je voulais un titre court et puis surtout qui résume bien ce que je vis encore aujourd'hui, c'est-à-dire un truc extraordinaire. Mais ce qui est intéressant dans ton titre, donc Michelin matricule F, c'est que déjà, il est publié à Clermont-Ferrand, le siège de Michelin. Hein, c'est la ville vit avec Michelin. Et tu me racontais des anecdotes sur les salons parce que tu ne te contentes pas de errer de plateau de télévision en plateau de télévision. Tu fais beaucoup de salons. Et sur les salons, tu as des gens qui viennent se présenter avec leur matricule en un clin d'œil à ton titre. Oui, c'est amusant, mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui doivent connaître ça dans les salons. Alors, moi, je ne vais pas très loin, hein. Je vais pas plus loin que la périphérie de Clermont-Ferrand, mais il y a des gens qui… Alors, ça, c'est le must quand on est quand même médiatisé. Il y a des gens qui vous ont vu dans le journal, à la télé, donc pour moi, ça me donne toujours la chair de poule. Et puis, il y a des Michelin, mais ce n'est pas marqué sur leur visage quand ils se présentent, puisqu'ils sont en civil, et puis il me dit, bah, moi, je me présente, je suis le matricule 276, 20, etc., etc. Donc là, il y a déjà un grand éclat de rire qui existe, et c'est déjà un premier lien pour vendre un livre. Donc voilà, c'est les petites anecdotes qui font que moi, j'ai toujours du mal à croire, à m'imaginer, me dire, mais il y a des gens qui, alors je le dis en toute modestie, mais qui ont lu déjà mon livre parce qu'ils l'avaient commandé. J'arrive toujours pas à m'y faire, donc c'est vraiment sympathique à vivre. Alors, on a eu le pitch, on commence à te connaître dans ta relation. On va parler un peu de chiffres avant de regarder un petit peu plus loin la suite de l'aventure. Oui. C'est que le premier exemplaire, pour poser les choses, il s'est vendu à plus de 5000 exemplaires. Oui, j'arrive tout juste à… Oui, j'y arrive là. 5000 exemplaires, d'accord. Ouais. Le deuxième, qui est une suite logique, on expliquera la suite de l'aventure, on est aujourd'hui à 2500 exemplaires. Hein. Et ce sont essentiellement des livres
qui ont été achetés par l'extérieur. Donc, c'est vraiment, nous, on a connu des emballements sur Amazon avec chaque jour 50 livres. Il n'y a pas une semaine toujours, il n'y a pas une semaine encore aujourd'hui sans qu'il y ait 10 ou 15 livres de matricules, Michelin matricules qui vendent. Donc, il y a un effet continu. Donc, il y a eu l'emballement médiatique, mais il est terminé. Celui-ci, maintenant, il est beaucoup plus faible. Et il y a une deuxième vie au livre que l'on va voir ensemble parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que cette histoire-là, encore une fois, on le sait, ce livre, cette aventure a changé ta vie. Ah, mais totalement. Mais depuis la sortie du premier livre, hein, Oui. c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est de. Alors, oui, forcément, tristement, je me dis, il faut, si vous n'avez pas un média quel qu'il soit, c'est vrai que c'est plus compliqué pour faire connaître un livre. Moi, j'ai eu toute cette chance-là. Alors, bien sûr, il y a le mot Michelin dedans, donc clairement, ça pouvait que fonctionner. Enfin, je dis ça avec le recul, mais oui, il faut avoir un média. Et si vous avez un média, ça peut être une radio, ça peut être quelque chose. Après, vous ne pouvez pas imaginer les ricochets qui peuvent rebondir dessus. Alors, avant d'attaquer à la deuxième partie, voir la suite, parce que ce livre-là, en lui-même, ce n'est pas les 5000 exemplaires qui ont changé ta vie, c'est ce que ça a ouvert derrière qui a changé ta vie. Oui, complètement. Oui. Mais est-ce qu'on peut déjà, à ce stade-là, faire une première analyse de ce qu'estiment, toi, les raisons de ce succès? Qu'est-ce qui fait, après, moi, j'ai mon regard aussi, mais toi, l'auteur, qu'est-ce que tu peux dire, comment tu expliquerais ce succès de ce premier tome? Alors, ça me gêne de le dire, mais là, je me base sur les retours de lecture que j'ai eus. Moi, j'ai eu des lettres qui venaient de partout. Enfin, c'est fou. D'ailleurs, on cherchait souvent, Gilles, à joindre la maison d'édition parce que moi, je vais vous faire rire, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui écrivaient chez Nombre 7 parce qu'il y avait du courrier, ils voulaient me transmettre ou me joindre. Donc, ça, c'est super sympathique. Déjà, il y a le thème de l'histoire, puisque moi, quand j'ai écrit le premier livre, ce que je voulais pas, c'est de tirer à boulet rouge sur l'entreprise, ça m'intéressait pas. D'autres qui s'y sont essayés, donc c'était pas du tout mon truc. Moi, j'ai raconté mon histoire avec du très bien et du très lourd, puisque c'était mon parcours, et sans jamais demander l'autorisation à Michelin. Donc voilà. Et puis, moi, les retours, pour répondre à ta question, moi, ce qui me faisait super plaisir, c'est que moi, je ne savais pas comment on faisait un livre. Moi, je n'ai pas de diplôme. Donc déjà, j'ai essayé de l'écrire le plus proprement possible. C'est ma femme qui m'a aidé à corriger le livre. Et ce qui revenait le plus, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, j'ai dévoré votre livre en 48 heures. Il y en a un qui a battu tous les records. Il l'a lu en une journée et il m'a dit, votre écriture est des plus simples et des plus agréables à lire. Donc, en fait, je me suis aperçu… alors, bien sûr, il faut essayer de bien tourner l'écriture, mais en toute modestie, si je pouvais donner un conseil, c'est de rester vous-même dans l'écriture, écrivez le plus simplement possible parce que c'est le lecteur qui le demande. Et c'est ça, moi, qui me touchait le plus parce qu'il me disait on n'a pas à prendre le dictionnaire tout le temps pour aller chercher des mots d'une écriture pompeuse. Je pense que c'est l'authenticité de l'écriture, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'on m'a retourné. Voilà. Je vais un petit peu ajouter quelque chose à ce que tu dis, parce que toi, on a vu le contenu de ton livre. Il y a une chose qui est essentielle quand même dans le succès, c'est que tu es à Clermont-Ferrand, ton titre porte le nom Michelin, ça interpelle quand même toute une communauté. Donc, l'idée de travailler du local était intéressante. En plus, le contenu du livre, toi, au travers de ton récit, tu rentres en résonance avec une actualité sociale en France. On n'était pas loin on parle toujours de désindustrialisation de la France, on est dans des problèmes de réindustrialisation, donc tu étais au cœur de ce phénomène des usines, on cherche à réindustrialiser, donc les journalistes ont trouvé un témoignage qui fait écho à d'autres sujets d'actualité. C'est intéressant. En plus, effectivement, ce que tu dis, c'est que, et ce qu'on constate, c'est que ta plume, elle est simple, alerte, et elle témoigne d'une sincérité incroyable. Les journalistes, quand les retours des lecteurs, tous disent,
on y croit parce que c'est sincère, avec des mots simples, c'est très bien écrit. Tu cites même du Victor Hugo par moment, hein, mais Ah oui. c'est vraiment très simple et très bien. Donc, on se retrouve avec vraiment tous les éléments qui font un bon livre, parce qu'un bon récit, une bonne écriture ne suffit pas. Là, toi, la chance que tu as eue, c'est que, même si tu n'y avais pas imaginé, c'est que tu étais vraiment ancré, ça a interpellé les journalistes parce que tu parlais de quelque chose sur lequel ils pouvaient rebondir. Pas uniquement ton livre, simplement ça ouvre, ton témoignage ouvre à d'autres débats. Hein. Et d'ailleurs, lorsque tu étais sur le plateau d'Arte, face à la deuxième invitation, tu avais des rédacteurs en chef de différents magazines, ils ne t'ont pas interrogé sur ton livre, ils t'ont posé des questions d'une ampleur bien plus importante sur le regard que tu posais, sur le travail, sur les syndicats, sur les gilets jaunes. Hein. C'est vraiment ça qu'ils t'ont posé. Ah oui, c'est des grands souvenirs, ça. C'est parce que, d'abord, c'est improbable, et puis, je me rappelle, il y avait la directrice en chef de l'Express, je crois, en face de moi, et puis voilà, qui me pose des questions quand même sur le plan politique. Et là, on était. C'est compliqué, quoi, je veux dire. Et puis il faut essayer de rester soi-même. Moi, si je peux donner ce conseil aux gens, restez vous-même, ne trichez pas. Même quand vous allez démarcher des médias, expliquez votre livre. Ne copiez personne, restez naturel. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Je pense que c'est ça. Parce que ça, tu ne t'es pas exonéré aussi d'un travail de promotion. Tu es allé voir les libraires, tu es allé le présenter, ton livre, hein, également. Tu t'es pas contenté d'attendre les retombées. Ah non, non, aucunement. Non, non, non. Puis tu me l'avais conseillé, ça. Donc c'est tout le côté, bien sûr, qui me déplaît, hein, parce que c'est compliqué d'aller faire les. Enfin, ça ne me correspond pas, mais là, il y a Clermont-Ferrand, c'est la plus grande et la plus ancienne librairie de Clermont, puisque moi, je la connaissais en tant qu'enfant. Et puis, eh bien, je suis allé frapper à la porte dès que le premier livre est sorti. J'y suis allé tout penaud, j'avais 10 livres dans un sac à dos. Je connaissais personne, et puis j'ai interpellé un vendeur, je lui ai expliqué, en m'excusant de le déranger, pour dire si j'étais à l'aise. Et puis je lui explique, je lui montre le livre et je lui fais le topo en 2 temps, 3 mouvements. Et puis il regarde le livre et puis il le feuillette comme ça. Il me dit tiens, la couverture est belle. Il me demande qui c'est Nombre 7 parce qu'il ne connaissait pas. Et puis voilà. Et puis je lui dis, il me dit vous avez démarché des médias. J'ai dit oui, il y aura France Bleu, La Montagne, c'est en cours, le journal. Et puis voilà, il me dit, ah, mais Michelin Carmont, ça doit fonctionner ce truc-là. Et puis il me dit que normalement, je prends 5 livres pour essayer. Voilà, moi, il m'explique, laissez-moi 5 livres et puis je vous rappelle dans un mois. Et il me dit, vrai? Et il me dit, mais vous n'en avez pas plus que 5? Je dis, si, j'en ai 10. Laissez-les-moi si ça ne vous gêne pas et dans un mois, je vous rappelle. Et je te promets, enfin pour les gens, je vous promets que moi, j'étais tout heureux. Hein. Moi, je suis sorti, j'étais content. Je disais, mais je pensais jamais mettre un livre dans cette grande librairie. Et puis, il me rappelle, 10 jours après, il me dit, Monsieur Frixon, donnez-moi les coordonnées de votre éditeur parce que les 10 livres sont partis dans la semaine. Et puis là, après, ils ont dû en passer 400, je crois. Hein. Oui, oui, et puis j'ai eu le bonheur de faire des dédicaces là-bas. Après, ils organisent. Enfin, c'est irrationnel comme histoire. Bon, on a bien compris ton histoire, le livre, les éléments médiatiques, la qualité du texte, la résonance par rapport à des sujets d'actualité. Simplement pour attiser, pour répondre un petit peu au teasing que j'ai fait tout à l'heure sur la façon dont ça finit sa vie, est-ce que tu pourrais nous raconter la suite de l'histoire, hein? Tu as 5 minutes pour nous raconter la suite de l'histoire. Alors, la suite de l'histoire, c'est que quand le livre est sorti, vous pensez bien que la direction Michelin, via le quotidien régional, en a pris connaissance. Et moi, c'est ce que je dis en conférence, moi, vu les faits que je raconte dans le livre, hein, j'ai le plus haut, enfin, c'est le directeur industriel Monde, Monsieur Dirin, c'est son assistante qui m'appelle et qui demande si j'étais libre tel jour pour rencontrer M. Guérin, que moi je ne connais pas du tout, pour parler du livre. Et sincèrement, moi je savais ce que j'avais mis dedans, hein, les parties les plus difficiles comme les meilleures. Je me vois être
je disais, la maison Michelin va me mettre en procès au prud'homme pour les faits que je révèle à un moment donné pour les licenciements. Et puisque je les ai vécus de l'intérieur et que moi-même j'étais touché. Et puis la rencontre se fait. Et puis là, l'entrevue dure 1 h 30. Et au lieu de ce que j'attendais, alors là, c'est à 360 degrés de virage. Au bout d'1 h 30, il me propose de m'adresser au directeur Europe et Monde Michelin pour parler de mon livre et surtout de ma vision du management. Alors là, à partir de là, c'est un moment exceptionnel. Donc, j'y suis allé. Sans même savoir comment on fait une conférence. Enfin bon, là, je vous explique pas, j'ai eu peur au ventre comme c'est pas possible. Et puis ça se passe hyper bien parce que je reste dans l'authenticité. Et à la suite de ça, parce que là, je disais, ça y est, j'ai eu mon bâton de maréchal. Et puis à la suite de cette intervention, Monsieur Guérin donc me propose de faire le tour de France en 2023 des 15 usines Michelin. Pour visiter les ateliers, puisque moi j'étais ouvrier, j'avais carte blanche pour parler à qui je voulais, et puis surtout de m'adresser pendant une conférence qui durait entre 1 h 30 et 2 heures à tous les managers de chaque usine dont je faisais la visite. C'est pour vous dire, quand on est ouvrier, qu'on se retrouve à s'adresser et reçu par les directeurs de chaque usine, c'est un moment exceptionnel. C'est dans le 2e livre que je raconte et j'ai voulu faire de l'humour puisqu'il s'appelle L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres. Et c'est tout ce parcours que je raconte, toujours dans le même style, en restant le plus simple possible, mais pour raconter une belle histoire. J'ai l'habitude de présenter ton parcours comme ça. En 2019, tu as quitté, au mois d'avril, je crois, tu as passé le portillon la dernière fois, tu partais en la retraite. Et la fois d'après, tu es reçu à la direction générale. Alors, la première fois avec M. Guérin et la deuxième fois, c'est le président de Michelin qui te reçoit pour parler de la suite. C'est ça. Je me suis, jusqu'à aujourd'hui, M. Ménégo, qui est le PDG, j'ai le bonheur de l'avoir rencontré 5 fois, mais 5 fois 1 h 30 en tête-à-tête. Donc, ce qui est extraordinaire, parce que lui, il avait posé son costume de PDG et on a parlé plein de choses, de ce que j'ai vécu dans le Tour de France. Et puis puisque je suis toujours en contact avec lui, de l'histoire extraordinaire qui fait l'objet du 3e livre qui va sortir au mi-octobre, à savoir être invité parmi les plus grandes écoles de France de Paris, le Corps des Mines, l'école des Mines, l'école centrale. À la fin de l'année, je suis invité à l'école Dauphine conjointement avec M. Guérin, puisque là, de cette personne que je ne connaissais pas au début, maintenant c'est devenu plus qu'un ami, c'est un frère de cœur, c'est une histoire extraordinaire. Et on est invité parmi les grandes sociétés, comme la Société Générale. Là, je vais aller chez Enedis à Paris. Mais c'est extraordinaire parce que c'est d'intervention en intervention. Il y a des ricochets et ils sont saisis par l'histoire. Et j'ai le bonheur de donner ma vision. Je leur explique tout mon parcours. Et puis de leur donner ma vision du management qui consiste par le respect des personnes, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Si j'avais supposé, mais un yème de seconde, que le jour où j'ai commencé l'écriture du premier livre, une histoire aussi fantastique que celle-ci allait m'attendre, c'était totalement impossible. C'est totalement impossible. Donc voilà, effectivement. On comprend mieux que du premier livre, ta vie aujourd'hui a complètement changé parce que tu passes ton temps, tu as quitté les plateaux de télé, mais tu passes ton temps des tours d'Europe à rencontrer les plus grands dirigeants de France, des patrons, les RH, dans des congrès, dans des écoles d'ingénieurs où on forme les futurs managers de ces écoles, de ces usines. Donc vraiment, tout le monde, à ce stade-là, tout le monde se pose la question. L'ouvrier Michelin qui est sorti en 2019 à la retraite, il fait son livre. Le premier exemplaire, là, 5000 exemplaires, on va taper les 6000 à la fin de l'année. Le deuxième, 2500 exemplaires. Le troisième, bon, naturellement, ça va finir par
Oui, tout à fait. Oui. Mais le troisième est très intéressant parce que tu te livres et on découvre vraiment pourquoi tu as cette sincérité. Il est très intéressant parce que vraiment tu t'es mis à nu et on comprend que derrière cette petite façade de gars qui répond bien à mes questions, à mes sollicitations, il y a un vrai bonhomme qui a une opiniâtreté, un courage mais absolument incroyable. Parce que Jean-Michel ne l'a pas dit, mais dans son livre aussi un intérêt, c'est que par rapport au monde ouvrier, il explique son émancipation un peu des groupes qu'il il parle d'alcoolisme, de groupes. Il aurait pu vraiment se faire entraîner dans des milieux un petit peu néfastes pour lui. Et il a trouvé un réconfort dans le sport. Il est 3 fois champion du monde de marche sportive. Donc, aujourd'hui, ce succès, le bonhomme, il sait aller au charbon, il sait y aller, on voit dans son parcours. Mais au travers de ce parcours-là, tout le monde se pose la question, mais des milliers d'exemplaires, aujourd'hui, tu passes ton temps en conférence comme ça. Finalement, tu vis sur ton yacht là ou tu es toujours à Clermont-Ferrand? Oui, il est devant la rue, là, mon yacht, là. Il est... C'est les voisins qui ne sont pas contents parce qu'il prend beaucoup de place. L'argent, on te fait le reproche maintenant, parce qu'on t'a beaucoup vu dans les médias, surtout effectivement sur les gens que tu côtoies dans ton quartier et sur Clermont-Ferrand. On t'interroge souvent si tu vas une trahison de classe, carrément. Hein. Ouais, c'est. Enfin, il y a tous les comportements. Hein. Moi, j'ai vu tous les comportements derrière. Hein. J'ai eu des gens de très proches, enfin, de collègues qui sont encore en activité, qui m'ont dit ouais, t'es passé de l'autre côté de la barrière. Bon, je suis passé de l'autre côté de la barrière nulle part, puisque même si je suis à la retraite, j'ai toujours mon âme d'ouvrier et je resterai fondamentalement ouvrier. On peut c'est des gens qui ne comprennent pas, quoi. J'ai vu de la jalousie aussi de la part de gens très proches qui ne vous le disent pas ouvertement. Bon, ben, ça fait mal et puis il faut passer à autre chose parce que moi, tout ce qui m'est arrivé, à part avoir pris la décision d'écrire à mes enfants sous forme de transmission, ce que je vous ai expliqué au tout début, j'ai rien prémédité, quoi. C'est qu'après, c'est que, ouais, ben, c'est l'alignement de planètes. Moi, ce que je peux, si je l'ai fait, moi, c'est ce que j'aime dire aux personnes qui nous écoutent. Ben, croyez en vous. S'il faut aller démarcher les médias, allez-y. C'est peut-être pas, vous serez peut-être plus, vous le ferez peut-être avec moins de contraintes que moi parce que vous serez peut-être plus à l'aise. Mais si vous voulez pas, foncez parce que de toute façon, vous risquez rien. Mais si une des portes s'ouvre, je vous assure que vous pouvez avoir des histoires et des surprises magnifiques qui vous attendent derrière. Voilà. Écoute, Jean-Michel, je pense que en une demi-heure, nous avons fait un large tour de cette aventure. Hein. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Moi, si je peux, si j'ai pu apporter quelque chose de plus aux personnes qui nous écoutent, ben, j'en serais ravi. De toute façon, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Alors, je dis ça maintenant, hein, mais un petit truc, un petit avis, parce que moi, quand je fais des salons, je vois majoritairement hein, que des livres autobiographiques, il y en a très peu. Enfin, sur la majorité des gens qui exposent ou des écrivains. Donc, c'est majoritairement des romans. Donc, il y a toujours derrière, dans un roman, une part de l'auteur. Hein, c'est tout ce que j'ai toujours entendu dire et souvent, c'est vrai. Moi, par l'expérience d'auteurs que je connais ici à Clermont-Ferrand, ce qui marche le plus souvent dans un salon, c'est un roman, une histoire qui se passe dans la région de l'auteur. Alors, je dirais ben, un roman qui se passe en Auvergne. Dans les salons, ça marche pas mal par rapport à une histoire qui va se passer dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Moi, j'écrirai jamais de roman parce que alors là, moi, chapeau pour vous, s'il y a des gens qui nous écoutent qui écrivent des romans, parce que moi, je ne saurais pas faire pour inventer ou créer une histoire. Mais je vois que ça marche pas mal quand il y a des romans qui sont dits régionaux. Voilà, tout simplement. Mais surtout, faites-vous plaisir. L'écriture, moi, je me suis découvert le plaisir de l'écriture à 64 ans, à 63 ans, et même ma femme, pour la petite histoire, je attaquais ça à 14 heures jusqu'à 19 heures chaque jour. Et puis, une fois qu'on est, c'est pas vous qui allez me contredire, une fois qu'on est dedans,
on est transporté, quoi. Bon, bah, écoutez, merci pour ces mots de conclusion. Bah, écoutez, je vous propose d'en rester là pour ce soir.